Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur la fermeture de bars et restaurants à Marseille, la vérité sur la situation. Aujourd'hui, nous allons parler de cette fermeture anticipée des bars et des restaurants à Marseille qui est encore un énorme scandale de ce gouvernement d'imposteurs. Vous allez voir dans cette vidéo des docteurs, des professeurs, des restaurateurs, des maires, des présentateurs télé qui sont tous indignés par cette décision encore ridicule et surtout injustifiée de ce gouvernement d'incompétents dangereux. Je vais faire court pour l'intro car vous allez voir, tout va être dit dans cette vidéo et c'est explosif. Je vous invite à partager cette vidéo un max sur les réseaux sociaux pour éviter la censure. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite sur Odyssée, cette vidéo a été supprimée de YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Odyssée, c'est une plateforme vidéo absolument comme YouTube, mais sans aucune censure et avec des récompenses que vous gagnez pour récompenser vos créateurs préférés. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour vous inscrire. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 20 000 sur ma nouvelle chaîne Odyssée, je publie des vidéos censurées partout ailleurs. Une dernière chose, il semblerait que certains rencontrent des problèmes de lecture pour lire les vidéos avec Google Chrome, propriétaire de YouTube. Alors je vous recommande Firefox comme navigateur, vous trouverez le lien aussi ci-dessous. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal pour mes vidéos qui sont démonétisées. Allez, on commence tout de suite par un menteur professionnel, c'est maintenant. La particularité d'une épidémie avec un virus aussi contagieux et aussi invasif que le coronavirus, c'est que ça va très vite. Ça va très vite. Et quand ça monte très vite. Si nous prenons par exemple des mesures importantes à Marseille et en région PACA, c'est parce que ça va très vite à Marseille et en PACA. Nous sommes à plus de 30% de taux de saturation des réa par des patients Covid, et on peut se souvenir, l'hiver dernier et au printemps dernier, c'est monté très vite. Les restaurateurs, ils ont déjà eu 3 mois d'inactivité, ils ont réussi à rattraper un petit peu les choses cet été, et là, bim, deuxième vague à Marseille, fermeture totale des restaurants et des bars. Alors, professeur Toussaint, d'abord, est-ce que c'est une bonne mesure? Et est-ce qu'on a le moindre chiffre de contamination dans les restaurants ou pas? On a un chiffre hier de décès. Un décès à Marseille. Un décès à Marseille? Un décès. D'accord. J'étais abasourdi, j'étais les jambes coupées, je ne savais plus quoi dire. Même maintenant, je me sens très ému. Ah, on va nous tuer. Mais M. Zeribi, M. Menouchi, il rigole. Monsieur le député, lui, il rigole. Lui, il touche 6 000 € par mois. Il s'en fout, lui. Il s'en fout, lui, comme ferme. Il s'en fout comme ferme. Ce que j'entends ici, c'est qu'on essaye de nous faire croire que nous sommes exactement au même endroit qu'il y a 6 mois. Ce qui est absolument faux. Tout le monde peut s'en apercevoir. Ce que vous avez pu remarquer, c'est le vocabulaire de peur généralisée, d'anxiété, si vous voulez. Et c'est le point pour lequel vous m'invitez. Il faut rigoler, hein, plus pour longtemps à être député. Plus pour longtemps à être député. Profitez bien. On peut répondre? Profitez bien, monsieur. Sylvain Maillard, Avec tous les avantages que vous avez en tant que député. Vous n'avez pas d'avantage d'être député? Bonjour. Est-ce que vous payez l'avion? Bonjour. Est-ce que vous payez le train? Bonjour monsieur. Est-ce que vous payez le taxi? Bonjour Alors, monsieur. D'abord, Sylvain, on va... Vous payez rien, vous payez. Emmanuel, on va laisser répondre. Moi, je paye tout, moi. Nous avons mis en place, nous avons diffusé une tribune aux alentours du 10 septembre dernier. 200 chercheurs, toutes disciplines confondues, l'ont signée, et cette tribune s'intitule « Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur ». Oui. Il peut y avoir une inquiétude de la communauté si le virus augmente, et si. C'est pas seulement si, pardon. Lui, il dit déjà maintenant. Et c'est dans le cas dans beaucoup d'endroits de France, déjà maintenant. Alors maintenant, j'en reviens à ma spécialité et aux chiffres que j'ai moi et que je suis. Non, les indicateurs actuels, à Marseille et à l'APHM notamment, sont plutôt rassurants et sont tous à la baisse. Qui peut cautionner en France de fermer une terrasse à Marseille? Mais répondez à cette question. Mais c'est le même débat. Pascal, si les raisons de fermeture sont bonnes, et c'est vrai qu'on a un doute là-dessus. Mais les terrasses à Marseille. Enfin, ou vous écoutez ce qui se passe depuis 6 mois, ou vous n'écoutez rien. Les terrasses, c'est vrai qu'il y a un doute. Mais il n'y a pas de doute. Dans les Bouches-du-Rhône, qui est au centre, dans l'œil du cyclone, il est premier en nombre de cas, mais 83e des départements en taux de mortalité. Alors franchement, pour éclairer le public, qu'est-ce qui compte? Ce sont les cas ou ce sont les décès? Ce qui compte dans une épidémie, d'une manière générale, ce sont les personnes gravement malades. Si l'on regarde maintenant la totalité de ces effets délétères du confinement, et pas seulement
l'effet sanitaire qui était attendu et qui n'est pas encore prouvé. C'est-à-dire que les hypothèses, les simulations et les algorithmes qui ont été utilisés, en particulier par Neil Ferguson et l'équipe de l'Imperial College, n'ont été suivis de publications que sur les mêmes hypothèses, pas par la réalité. Verbalisera les restaurants et les bars ouverts? Non, non. La police municipale ne verbalisera pas les restaurants et les bars ouverts. La police municipale a d'autres missions. Vous savez, je préférerais que demain la police nationale soit là où elle doit être, là où où on a des problèmes avec des rodéos sauvages qui sont pas malheureusement maîtrisés aujourd'hui sur la ville, les problèmes de cambriolage, les problèmes de stupéfiants, plutôt que d'aller verbaliser des commerçants qui essaient de gagner leur vie et faire marcher l'économie française. Le vrai indicateur, ce sont les gens malades et suffisamment malades pour être pris en charge par le système hospitalier. Hospitalier, absolument. Ensuite, il y a un deuxième indicateur extrêmement puissant, celui-ci, c'est la mortalité. Donc, des malades graves, de la mortalité. Donc si on n'a pas fait le bilan complet de ce confinement et qu'on repart au confinement, on va faire une erreur majeure que l'on va répéter une deuxième fois et on va aboutir non pas à la prise en charge de l'ensemble des patients, ce qu'on espère pouvoir faire, mais au recul, c'est-à-dire les 5% annoncés de mortalité supplémentaire par le cancer, équipe de l'IGR qui publie cela la semaine dernière. Samia Ghali, on sent dans vos propos une forme d'amertume à l'égard des mesures. Voilà, on parlera de la dimension médicale, mais il y a visiblement aussi une dimension politique pour vous. On en fait trop? Écoutez, moi je vais vous dire une chose, je ne sais plus à qui profite le coronavirus aujourd'hui. Voilà. Parce qu'on ne fait que parler du coronavirus, on ne parle de plus rien. Comme ça, au moins vous êtes tranquille. Vous ne parlez pas du chômage, vous ne parlez pas des problèmes de logement, vous ne parlez pas d'insécurité, vous ne parlez de plus rien. Et sur le nombre de morts, plus 43 rien qu'hier, c'est en constante augmentation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on continue. Non, ça veut dire que les décès pour cause de coronavirus repartent à la hausse. On est bien d'accord? Non, on n'est pas du tout d'accord. Et ça, c'est pas une épidémie. Non. Et vous voyez vous-même, lorsque vous énoncez tout ça, vous répétez quelque part ce que vous entendez. Les terrasses, c'est vrai qu'il y a un doute. Mais il n'y a pas de doute. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça, il n'y a pas de doute. Il y a des médecins très minoritaires qui disent que les terrasses sont bien de contamination. Moi, je n'y crois pas non plus, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas que j'y crois pas ou pas, c'est qu'il n'y a pas de cas. Je ne peux pas penser qu'au ministère de la Santé, on décide de fermer unilatéralement dans un département entier. Moi, je pense ça. Moi, je pense vraiment que... Pourquoi c'est pour refaire Chiraoult? Je pense qu'ils sont incompétents. Je sais que le ministre de la Santé n'est pas venu à l'IHU Méditerranée Infection, qui est quand même le centre qui a le plus testé, le plus soigné, qui a le plus grand nombre de données sur le virus. Le ministre, il y a quelques jours, nous disait le virus n'a pas muté. Enfin, c'est publié, nous le savons, nous avons plusieurs centaines. Donc je pense qu'il aurait été bien de venir s'intéresser à ce qui se passe auprès des soignants, auprès de ceux qui testent le virus, qui diagnostiquent, voir comment ça marche. Ça n'a pas été le cas. Une nouvelle fois, notre territoire est aujourd'hui sanctionné, puni, montré du doigt. Alors vous comprendrez que nous sommes aujourd'hui dans l'incompréhension. Dans l'incompréhension et dans la colère, comme l'a dit Michel Rubirola, parce que notre ville vient d'être mise en quasi-confinement sans que personne n'ait été concerté. Non mais je pense que les gens du ministère, je vous le dis, mais vous avez peur de le dire. Mais vous avez la trouille de le dire. Pourquoi que Marseille, à ce moment-là? Mais les gens qui ferment les terrasses à Marseille sont incompétents. Effectivement, il y a une hausse, mais cette hausse sont sur des chiffres, des nombres très faibles, et elle est très lente. Dans une épidémie, l'important, c'est l'augmentation très forte d'un nombre de décès. Là, on n'est pas dans une augmentation très forte. Plus 43 en 24 heures, c'est pas très fort. Bah écoutez, quand vous passez de 10 à 20, ça fait plus 100%. Je rappelle qu'il y a eu hier 1600 décès en France. 400 de cancers, 400 de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires. Sur l'ensemble de ces sujets-là, que fait le ministre de la Santé actuellement? On est sur des données sur lesquelles on échappe complètement au décours d'une épidémie qui est importante, qui a été majeure au printemps et qui actuellement est sur des taux qui sont 10 fois inférieurs dans leur taux de progression. Les 43 par rapport à ce qui s'est passé avant en mars-avril. On est obligé, sinon on dit n'importe quoi. Oui, c'est ça. Ce qui s'est passé en mars-avril, qui était là, n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et pourquoi on dit ça? Parce que moi, je veux dire, par rapport à ce qui est en train d'être vécu, on est en train de nous dire qu'on ferme tout. Or, le problème du virus,
c'est quoi? On ferme quoi? Je veux dire, moi, très très sincèrement, le problème, c'est que les transports en commun, on ne touche pas, le travail, soi-disant, on ne touche pas, mais en revanche, les bars, les restaurants, etc., on touche. Je n'ai été prévenu par le préfet qu'une heure avant le début de la conférence de presse de M. Véran, sans que le ministre ne prenne la peine d'appeler la maire ou de me téléphoner. Ah, évidemment, vous avez peur. Non, il faut- mais si, vous avez peur. Peur de quoi? Ben, vous avez peur de dire que ceux qui prennent une décision de fermer une terrasse à Marseille sont incompétents. J'essaye de ne pas faire de polémique, je peux vous parler des chiffres, de la maladie, ça oui. Alors, vous dites pas de polémique, vous êtes quand même en train de dire que les décisions du gouvernement concernant une des plus grandes régions de France ne vous paraissent pas logiques, c'est votre point de vue, c'est bien ça? Pourquoi donc? Non, ce que je viens de vous dire, c'est que le ministre n'est pas venu à l'IHU Méditerranée Infection voir ce qui s'y passait. Mais les mesures, Ensuite, est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont bonnes? Alors, les mesures, il y a deux façons. Je vais vous répondre non pour faire simple, parce qu'il faut dire oui ou non. Nous sommes sous la dictature des chiffres, mais j'aimerais vous donner au moins un chiffre. Ces cas, d'abord, ce ne sont pas des cas, ce sont des gens qui sont testés positifs, d'accord? Mais il y a, à l'heure actuelle, sur 10 millions de personnes testées, c'est un échantillon énorme, il n'y a que 5% de gens positifs, ce qui veut dire qu'on même 95% de gens innocentés, on va dire. J'ai moi-même dû contacter le ministre pour lui demander une explication et tenter d'ouvrir une concertation. Cette concertation, nous l'avions pourtant voulue au niveau local avec le préfet, l'ARS, les collectivités locales. Jamais de telles mesures n'avaient été évoquées. Très honnêtement, je ne sais pas quelles sont les sources des autorités sanitaires du pays pour prendre leurs décisions. Nous, localement, nous sommes en lien avec les autorités locales. Nous transmettons nos données au ministère. Je ne sais pas ce qu'ils en font. Moi, je vous parle de la réalité. Le confinement, comme vous l'évoquiez, a fait l'objet de 2 études, italiennes et espagnoles. Et dans ces études, il n'est pas prouvé que le confinement a empêché les contaminations des gens qui sont restés chez eux. Ça a même été le contraire. Voire le contraire, absolument. Mais je suis affligé par ce décalage entre la réalité que nous vivons et les décisions qui sont prises. Et je n'ai pas d'explication. Est-ce que c'est un problème de travail? Est-ce que c'est un problème d'isolement du ministre ou de son cabinet? Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce que c'est un problème de nerfs pour gérer une crise? Je n'en sais rien. Vous êtes un maillon essentiel et qu'on a besoin de vous. Regardez-moi dans les yeux, notre s'il vous plaît, monsieur le député. Il y a 2 jours, vous avez reçu les patrons des banques à Bercy et à Beauvau. Et vous leur avez annoncé que vous allez reconfiner. Vous avez demandé aux banques. Ça, c'est vous qui dites, j'en sais rien. Justement, mais on va y aller. Mais vous êtes élu. Non, mais je suis député. C'est surtout la même impréparation, la même nullité dans la gestion de cette crise sanitaire depuis mars. Rien n'a été fait, rien n'a été appris. Les lits qui auraient dû être pérennisés, ouverts, les médecins qui auraient dû être embauchés, les soignants qui auraient dû être embauchés, tout ça n'a pas existé. La rentrée qui aurait dû être préparée. Dans le discours d'Olivier Véran hier, il n'y avait aucune mention des écoles, des universités. Juste termine. Et donc, non, mais j'en sais rien. Ça veut dire que, globalement, vous savez qu'on va reconfiner en octobre. Et je suis pas d'accord avec vous. Moi, je ne sais pas. Alors, dans ce cas-là, moi, Cyril, j'invite là 8 personnes le 15 octobre. C'est bon, ils pourront venir chez moi alors. J'invite 8 ou 10. Vous êtes sûr qu'on va reconfiner? Mais bien sûr. Mais dites-nous-le, s'il vous plaît. Et de toute façon, parmi ces 5%, il y a encore 95% de gens qui ne sont pas symptomatiques ou peu symptomatiques. Ça veut dire que le nombre de personnes réellement malades, c'est extrêmement faible dans cette population. Je vous rappelle que ce week-end, on a eu 376 décès supplémentaires en France qui ont ensuite été dispersés de façon ahurissante. La première parce que les 123 patients décédés dans un seul hôpital de l'Essonne étaient en fait décédés sur l'ensemble des 3 mois de l'été. La seconde parce que l'erreur qui était affichée par Santé publique France a été corrigée après les journaux de 20 heures, dans la nuit. C'est terrible. Et pourtant, hier, on nous a, le ministre de la Santé nous a utilisé ce type d'indicateur pour nous dire que tout était extrêmement grave et que ça allait empirer de plus en plus. Il se trouve que ce chiffre baisse.
On nous avait dit il y a quelques semaines... Le chiffre de quoi baisse? Le chiffre des cas positifs. L'impréparation de ce gouvernement, elle est inédite, elle est incroyable, et il voudrait que ce soit la faute des Français. Il voudrait que la culpabilité de cette crise sanitaire soit entièrement sur le dos des Français qui sont trop bêtes pour comprendre, qui sont trop indisciplinés pour mettre leur masque, qui font n'importe quoi. C'est faux. Les Français, je trouve, ils sont extrêmement patients, ils sont extrêmement calmes avec ce gouvernement qui tient je ne sais pas comment, parce que là, on a affaire à une gestion politique de la crise qui n'a rien à voir avec des faits sanitaires. Ce type de mesures, fermer les restaurants, fermer les bars, je ne suis pas sûr, personne ne peut le montrer, que ça changera quoi que ce soit dans l'histoire naturelle de ce virus et de sa transmission, sa saisonnalité et ses allers-retours. D'autres spécialistes le contestent absolument. C'était Madame Crémieux qui dit dans les bars, la transmission est 3 fois ou 4 fois plus considérable. Là aussi, vous l'avez entendu, c'était aujourd'hui même. Vous savez, je regarde assez peu la télé. Je regarde les chiffres et je m'occupe des malades. Donc on a des éléments sur lesquels, de la même façon, la Guadeloupe, hier, dont on a dit que l'expansion était... Alors qu'elle connaît la même augmentation lente que l'on peut avoir dans d'autres États. Les chiffres des 16 décès ont été comptabilisés sur la seule journée d'hier, c'est-à-dire la journée où l'on annonce le reconfinement, identique à ce qui se passe à Marseille, à Pointe-à-Pitre et sur l'ensemble du territoire de guadeloupéen. Il y a quelques semaines, on nous disait le nombre de tests positifs est en augmentation exponentielle. Aujourd'hui, non seulement il a plafonné, mais il descend. C'est complètement aberrant. Un chiffre comme celui-ci qui baisse est la justification de la mise en place de mesures complètement disproportionnées. Moi, j'aimerais savoir, quand on parle de réanimation, en réalité, combien de personnes sont intubées aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ces chiffres? On n'a pas les chiffres. Quand vous avez vendredi des chiffres qui arrivent où on a 300 morts qui disparaissent le lendemain parce que finalement il y a eu une erreur de comptage, quel crédit peut-on donner aux chiffres montés par les ARS aujourd'hui? La moyenne d'âge des patients hospitalisés et donc sévères à l'IHU Méditerranée Infection, c'est 71 ans. La moyenne d'âge des patients qui malheureusement meurent, c'est 80 ans. Alors, j'emploie assez mal parce que j'ai beaucoup d'empathie pour les familles qui perdent les leurs, 80 ans, mais c'est vrai que c'est dans l'ordre des choses de mourir à 80 ans d'une infection respiratoire. L'augmentation des infections se faisant de façon exponentielle à partir d'un certain taux de contamination des personnes à risque. Non, plus actuellement. On n'est plus dans l'exponentiel. Et si ça avait été le cas, justement, on veut l'éviter. 13 000, on devrait être à 1300 malades en réanimation. On devrait déjà, les 15 jours, ils sont déjà passés depuis fin août, depuis début septembre. On devrait être à ces effets sur lesquels 1300 nouveaux cas devraient rentrer en réanimation chaque jour. Alors, moi, je ne connais pas le cas. Qu'est-ce qu'il se passe dans les systèmes d'urgence? Rappelez-vous la première vague. Les médecins demandaient des masques, des outils de protection, des moyens. Les moyens sont arrivés beaucoup trop tard. Il y a eu les mots d'Olivier Véran qui disaient que le masque était inutile à l'époque. Il y a toute la chaîne des tests aujourd'hui qui ne fonctionne pas parce qu'on manque de réactifs, parce qu'on n'a pas su organiser cette chaîne de tests. Ces mesures nous semblent collectivement, parce que... Oui, vous êtes un certain nombre à penser ça. Nous semble totalement disproportionné par rapport à la réalité. Je veux bien qu'on ait maintenant, Monsieur Bayrou, à la planification de la relance, mais il faudrait peut-être une planification de la gestion sanitaire. Aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi, une improvisation permanente de la part du gouvernement qui veut se défausser de ses responsabilités sur les responsables politiques à l'échelon territorial, régional, local, municipal. Ceux-là se rebellent, ils ont raison. Renaud Muselier a raison d'essayer de tout faire pour arrêter ce délire politique, parce que ce n'est pas du tout scientifique. Bien sûr que les restaurants n'ont pas à être montrés du doigt. Le danger, si vous voulez, le danger n'existe pas, et il y a une forme de décalage entre ce que l'on entend et la réalité vécue par les gens. Des patients qui ont 90, 95 ans sortent guéris de mon service. Et parfois, on a des problèmes de solution d'aval. Dernier point, c'est un chiffre. Vous avez une centaine de lits ou un peu plus de 200 lits qui sont dédiés au Covid dans les hôpitaux marseillais, mais 25 ou 30, ils sont dédiés aux patients guéris, tout simplement parce qu'on ne peut pas les rentrer chez eux pour des questions d'entourage. Ils ont besoin d'un petit peu d'aide, ils sont plus contagieux, mais ils sont dans les chiffres, cela. Donc le masque, à l'extérieur, ne sert à rien. Le masque, je rappelle que l'OMS avait dit dans sa dernière note sur celui-là qu'il n'y avait pas d'argument pour l'utiliser en extérieur. Je vous donne un exemple. Marcher tout seul dans la rue avec un masque, ça sert à quelque chose? Non, et pourtant je le fais, je suis un citoyen. Mais à la fin, vous savez bien que vous allez marcher tout seul dans une rue, qu'est-ce que vous craignez pour vous, l'entourage, pour la ville? Et l'OMS demandait à ce moment-là de faire les études pour pouvoir justement juger de l'efficacité et de l'acceptation sociétale. Donc j'imagine que les études ont été faites en France, et si elles ont été faites, ce qui est peu probable, alors à ce moment-là, on arrive à une
entrée à 1300 et une sortie à 13 000. Je me demande comment on va pouvoir épidémiologiquement démontrer l'efficacité et l'acceptation de cette mesure. Or, il y a là une sorte de montée en puissance, une épidémie d'informations folles et de mesures encore plus folles. Donc, c'est ce décalage-là qui finit par devenir révoltant, si vous voulez. Il y a une seule région de France pour laquelle le R est inférieur à 1. Vous savez où c'est? Vous avez pas? Vous avez eu ce chiffre? Non, c'est à Marseille, c'est dans le sud. Bizarrement, il a été oublié, mais ce sont des chiffres, c'est Santé publique France. C'est pas l'IHU, c'est pas Parola, c'est pas Didier Raoult. Regardez ça. Cette augmentation massive, et qui, elle, a été exponentielle au début, elle ne l'est plus d'ailleurs, on est à peu près à 10 000, 11 000, 9 000, 13 000, enfin bref. Grâce à la prévention par les masques. Pas du tout. On est là sur un effet qui est la saturation du système de diagnostic. C'est tout. On n'arrive pas à en faire plus parce qu'on est aux capacités maximales. Et par contre, on va avoir un effet sur lequel l'augmentation aurait dû être suivi de cet effet de dangerosité, ce qui n'a pas été le cas. À nouveau, on a été encombré de sujets asymptomatiques, de porteurs sains et de patients guéris. Vous vous souvenez, au mois de mars et avril, on entendait le message de Santé publique qui disait « Restez chez vous jusqu'à avoir des difficultés respiratoires ». On sait que c'était une erreur. L'hypoxémie heureuse, mes collègues réanimateurs vous en parleront. Heureusement, on ne l'entend plus. L'élément clé, si vous voulez sauver des vies, c'est donner accès aux docteurs, aux soins, à l'oxygène, la prévention et les traitements, bien entendu. Pourquoi le virus ne serait dangereux que dans les lieux de convivialité, les rassemblements familiaux, alors que dans les universités bondées, on n'en parle pas? Olivier Véran en fait bien l'objet de ne pas en parler volontairement. Donc cette gestion politique, elle est lamentable. On rentre dans quelque chose qui est du domaine, pour moi, du virtuel, de la science-fiction. Est-ce que effectivement ils disent pas oui, mais écoutez, dans le doute, ne faut-il pas prendre le principe des précautions, pousser à bout et effectivement faire attention parce que on ne sait pas. En fait, et on pousse à bout le principe de précaution. Vous citez Hans Jonas dans le principe de responsabilité, in dubio pro malo. C'est-à-dire, dans le doute, eh bien, tu prends la mesure maximum. Pour moi, c'est le contraire de l'intelligence. C'est-à-dire, c'est même l'anesthésie de l'intelligence. Une fois de plus, on a confiné et on continue à confiner des gens qui sont les meilleurs d'entre nous et l'ensemble de la population aussi, pour des raisons qui ne s'appliquent pas et qui ne se justifient pas s'ils ont été capables de se défendre contre ce virus. C'est justement l'un des très rares cas où on voit que l'on condamne ceux qui ont été en capacité de défense. C'est quand même exceptionnel. Quelqu'un qui doit prendre des décisions ne peut pas vivre tout le temps dans cette perspective de régler immédiatement un problème qui, en l'occurrence, ne correspond pas à une réalité tangible. Tangible et vécue. Les autorités vont dans le même sens. Les élus locaux expliquent qu'ils ne donneront pas la consigne à la police municipale de verbaliser en fonction des nouvelles consignes données par le ministre de la Santé. Ah oui, on en est là. Il y a des mesures qui donc ne seront pas appliquées, c'est bien ça ? Eh bien, en fait, ce serait la police nationale qui devrait verbaliser. Il nous dit ici à Marseille, il y a 400 agents. Impossible d'avoir les bras suffisants pour appliquer les mesures qu'exige l'État. Comment ça se passe, l'immunisation? Il suffit de regarder ce qui se passe en Suède, puisqu'ils l'ont réalisé. On est sur des valeurs sur lesquelles on pensait que c'était 70%, comme d'habitude pour les vaccins. Or, ils arrivent à des taux de 20 à 25%, et l'épidémie se termine en Suède actuellement. Donc on ne sait pas si c'est cette valeur de 20 ou 25%, mais on a deux aspects qui sont celles de l'immunisation collective parce que le virus circule, et vaut mieux l'attraper en été quand on est en bonne capacité de résistance qu'en plein hiver avec de multiples agressions virales. Donc ça, c'était un des premiers points sur lesquels ça a été empêché cet été. Et les conséquences sanitaires sont immenses aussi, puisque lorsque les gens ont peur, ils n'ont même plus envie d'aller se faire soigner. Ils ont peur d'aller se faire soigner, et on a vu ça d'une manière invraisemblable au moment de la fameuse épidémie où les gens qui avaient besoin de soins refusaient d'aller dans les hôpitaux. Et on a vu des hôpitaux vides, je peux vous le dire. Certains hôpitaux étaient vides et des médecins étaient au chômage, ne faisaient plus rien. L'OMS, une fois de plus, a rappelé que la Suède, qu'elle avait pourtant désigné au printemps comme un mauvais élève, était peut-être l'un de ceux qui avaient apporté une compréhension et une pédagogie à sa population qui lui permettait d'accepter dans ce dialogue complet entre les autorités et les citoyennes et les citoyens une capacité de réaction
qui est celle que l'on constate avec le succès actuel suédois. Pour moi, pour Didier, pour toute notre équipe, parce que nous sommes, bien sûr, nous sommes nombreux, pour mes infirmières, mes internes, c'est plutôt que du bonheur. C'est-à-dire qu'on a un retour des patients vers nous, bien entendu de la région, du pays, et n'oublions pas les pays du Sud, qui est plutôt très satisfaisant. Voilà. Il suffit, de ne pas trop regarder les chaînes de télé d'info continue parce que c'est un petit peu anxiogène. Il suffit, de ne pas trop regarder les chaînes de télé d'info continue parce que c'est un petit peu anxiogène. Il suffit, de ne pas trop regarder les chaînes de télé d'info continue parce que c'est un petit peu anxiogène.